simplement dire que, puisque le ministre n'est pas là, je ne suis pas monsieur Olivier Véran. Encore que dans un amphithéâtre, quand j'étais pendant la conférence des doyens, j'ai fait une exposé à Grenoble devant 800 étudiants de l'ISNI, syndicat des étudiants, et j'ai été challengé par un petit garçon au fond de la salle. Je voyais mal, je l'ai confondu avec Manuel Valls, parce que Manuel Valls, je le connaissais, j'étais au CA de la Génopole à côté de lui, et en fait c'est Olivier Véran qui m'a challengé pendant une bonne dizaine de minutes, bonne question, il est devenu ministre, moi je suis resté fonctionnaire, donc vous voyez, j'ai fait une grande carrière. Donc on m'a demandé à la place de M. Véran, je ne suis pas grenoblois, personne n'est parfait, juste de faire un petit mot de conclusion. Alors moi j'en ferai en quelques minutes, premièrement parce que je suis président de l'Académie, donc c'est moi normalement qui vous accueille aujourd'hui, sous le plafond de M. Mathieu, vous voyez, qui est un plafond original de M. Mathieu, qui l'a peint lui-même. Et je voulais vous dire que j'ai retenu quelques points. Le premier, c'est qu'en France, il y a 1 300 000 associations, 10 millions de personnes qui militent. Certaines sont grandes comme des cabines téléphoniques, d'autres sont très grandes. Et une association, ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, vous montrez que, comme les loups, vous chassez en meute, et là, ça a du sens. Et que je peux vous dire qu'un ministre, quand il se fait chasser par une meute, il écoute bien mieux que quand il se fait chasser que par un petit loup isolé. Donc bravo, et cette association de différentes associations porte un poids qui me semble très très important. Je voulais vous dire que j'étais conseiller de Jean-Claude Juncker à Bruxelles. Il y a une association de patients qui s'appelle IGAN. Et je leur demandais combien vous êtes. 1 million. 1 million. Et M. Juncker me disait, vous vous rendez compte, il y a 1 million de types qui peuvent voter pour moi. Donc là, ça donne du poids. Vous voyez ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est, et je vais rentrer dans le vif parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une langue de bois, c'est ce document-là. Ce document, il vous faut un portage politique. Le portage politique, il faut bien se dire ce que c'est. Ce n'est pas un député, même s'il est aussi renommé que Jean-Louis Touraine, c'est même pas un ministre en France. Et j'étais conseiller du Bercurien, donc je peux vous en parler. Je suis resté 3 ans au cabinet du Bercurien. C'est ou le Premier ministre ou le Président. Et il faut que ce document ne soit pas dans le tiroir ou en bas de la pile, il faut qu'il soit au-dessus de la pile. Donc le portage, il faut que vous trouviez un moyen pour que ça soit sur le bureau du Premier ministre ou du Président, mais en haut. Et d'autre part, qu'ils le lisent. Et ça, c'est un vrai portage politique et c'est compliqué à faire. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de moyens, mais c'est un point important. Deuxièmement, pour votre grand monsieur don d'organes, le problème, c'est est-ce que vous voulez un monsieur Alain Fischer bis, c'est-à-dire qu'en fait, il est plateau de télé, il est très tôt, ou bien vous lui donnez des responsabilités importantes et à ce moment-là, il prend une direction effective, mais c'est deux choses différentes. Soit c'est un names, comme on dit en anglais, un nom, et à ce moment-là, il se trimballe, il est écouté, il va sur les plateaux, mais il n'a pas de responsabilité au sens objectif du terme. Ou est-ce que vous voulez vraiment un directeur ? En anglais, ça s'appelle executive officer. L'officier qui est exécutant, et on ne rigole pas avec ce système-là. Et ça, c'est un point à bien définir. Troisièmement, on est bien d'accord que la formation tout azimut est absolument indispensable dans la culture du don, la transplantation bien sûr. Et je vous rassure, je suis doyen, je peux vous dire qu'au moins à Paris-Saclay, il y a de l'enseignement chez tout le monde. Mais vous devriez vous poser le problème, pourquoi chez les infirmières, il y a 30% au bout de 5 ans qui ne sont plus là, et chez les vétos aussi. Ça, c'est un problème, vous arrosez votre pelouse et 30% de perte d'eau avant que ça arrive sur la pelouse. Ça, c'est un problème. Troisièmement, et qui me semble important, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est suivi des moyens. En effet, il peut y avoir... Pourquoi les deux plans cancer ont réussi et le plan maladie rare ont réussi? Parce qu'il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et le plan maladie rare, qui n'occupe que quelques maladies rares, il y avait simplement le conseiller du président de la République qui était à l'Élysée pendant 5 ans, qui était pédiatre et en plus maladie rare. Imagine 220 millions d'euros. C'est comme ça que ça se passe en France. Bon, le prince, le conseiller du prince, c'est comme ça. Donc, et les autres plans qui n'ont pas bien marché, c'est qu'il n'y avait pas de moyens. Point à la ligne. Donc, je vais revenir sur le suivi des moyens, parce qu'effectivement, la transplantation, le prélèvement, si vous avez les moyens au directeur, ça n'ira jamais forcément directement, en fait, aux gens qui travaillent. L'outil de production, au sens marxiste du terme, c'est l'AREA, c'est le service de néphrologie, de transplantation, des pathologies, de transplantation hépatique. C'est là que ça se passe, ce n'est pas dans le bureau du directeur. Et en France, on confond tout à fait ce problème. Cinquièmement, il est vrai que, je crois que c'est important, ça a été dit ce matin, il y a un problème sociologique en France du non-prélèvement dans certaines catégories qu'on peut nominaliser aux États-Unis, en Angleterre, mais pas en France. Donc il y a un problème de sciences humaines et sociales et vous devriez
demander à ce que des études de sciences humaines et sociales soient faites, de la recherche, de la vraie recherche, et ils savent très bien le faire, sur ces refus dans certaines catégories de population. J'en connais une qui me disait, moi je vais être transplanté à 100%, mais je ne veux pas donner du tout. Alors, mais comment vous expliquez ça? Eh bien, que les autres donnent. Voilà, bon, on est en plus en France. Hein. Donc le troisième truc, il me semblait pour le don vivant parenté, et Stanoud, j'avais raison, il faut en parler très longtemps à l'avance, très longtemps. Il ne faut pas que ça soit fait au dernier moment. Et je crois que Christophe Gouty, que je connais bien puisqu'on a été ensemble, l'a redit, il faut vraiment le faire très très annoncé à l'ensemble. Dans toutes les maladies chroniques, surtout, n'attendez pas le dernier moment pour l'annoncer. Alors, un autre point que je voulais redire, j'étais un peu surpris par notre collègue de l'ABM qui a un peu eu peur d'un tribunal populaire et qui donc a sorti ses médailles différentes. En fait, tout le monde est persuadé que l'ABM est absolument indispensable. Moi, j'ai connu le temps de France Transplant, les problèmes de 92, puis l'établissement français des greffes, puis ensuite l'ABM. L'ABM a comme rôle la régulation de la transplantation et bien sûr de la reproduction. C'est son boulot. Tout le monde sait qu'elle fait très bien son boulot, mais vous avez des droits et des devoirs qui sont limités à l'ABM. En fait, vous n'avez pas de moyens opérationnels, ça a été rappelé. Vous n'avez aucune possibilité de tordre le cou d'un directeur qui, de l'argent de transplantation, en fait des corps aux pieds, ou parce qu'il a des hémorroïdes, fait beaucoup de trucs sur la proctologie. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Mais par contre, vous devez prendre en compte le fait que vous avez 20 000 personnes qui attendent sur liste, c'est la moitié de la ville de Reims, et qui, tous les ans, augmente de 10% tous les 3 ans. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème de société, et les malades qui meurent sur liste pourraient très bien un jour attaquer la société en disant « non-assistance en personne en danger ». Quand Cabrol a posé ça à la télévision, c'était un huée total. Mais c'est vrai, non-assistance en personne en danger quelque part. Huitièmement, c'est qu'on parlait des programmes. Moi, quand j'étais aux affaires, j'ai bien connu Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Et je lui ai dit un jour, Monsieur Raffarin, ça serait bien que dans le comité des programmes, vous mettiez prélèvement transplantation dedans. Il m'a dit, OK, voyez le directeur de CAB. Bon, très bien, je vois le directeur de CAB qui m'a dit, voyez le directeur adjoint de CAB. Très bien. Voyez mon chef de cabinet. Je l'ai vu aussi. Et puis en fait, je me suis aperçu que la personne qui était très importante en dessous, c'était le directeur des programmes. Qui tous les 5 ans change le programme. Alors vous savez qu'en France, regardez chez vos enfants les programmes par exemple de biologie, c'est grosso modo de l'agrégation de biologie. Hein. C'est même insuivable pour moi. Vous regardez d'autres trucs, en mathématiques, c'est les fractales, c'est pratiquement la médaille Fields. Par contre, on n'apprend pas aux petites Françaises de faire pipi après les rapports, ce qui éviterait 70% des infections urinaires chez la femme, et de se laver les dents, qui éviterait d'avoir 17 implants à 50 ans et le prix d'une bagnole dans la bouche. Personne ne le fait. Donc, un comité de programme, non mais c'est élémentaire, c'est fait dans tous les pays anglo-saxons ça. Donc en fait, dans le comité de programme, c'est effectivement de mettre un programme obligatoire et vous tous dans cette salle, iriez tout le temps dans tous les lycées. Moi je l'ai fait à Louis-le-Grand parce que Louis-le-Grand, c'est pas rien Louis-le-Grand. Monsieur de Saint-Dôme m'avait invité, j'ai fait le cours chez les MathsP, hein, dans lesquels devenir tous polytechniciens, et bien j'ai eu pratiquement 100% de donneurs à la fin. Bon, donc pour vous dire qu'on est tous prêts à le faire, vous le premier, dans toutes ces classes, mais il faudrait que ça soit vraiment dans le programme. Et puis la dernière chose, c'est donc la coordination des professionnels. Je crois que vraiment on est tous dans la même barque, hein, que ce soit médecin, réanimateur, infirmier, infirmière, etc. Franchement, tous ces métiers, c'est des métiers de soins. La seule chose qui nous intéresse, c'est les malades, c'est de soigner les malades, c'est de les soigner d'une maladie qui généralement qui leur est tombé dessus. Hein. Donc, quand on va à 120 à l'heure, qu'on prend un platane, ben on le cherche un peu. Mais là, personne n'a cherché à être malade chronique, ni des reins, ni du cœur, ni du foie, ni rien du tout. Donc, il faut qu'on restaure ces gens en attente. Et c'est vrai que cette coordination-là, elle manque un tout petit peu. Culture du don, tout le monde l'a un tout petit peu quelque part. Mais c'est tellement diffus que ça serait bien, effectivement, et je reviens toujours pareil, d'avoir une espèce d'équivalent de monsieur Alain Fischer qui, effectivement, en permanence, sur les tréteaux, dans les plateaux de télé, etc., redisent tout le temps, il y a des gens qui attendent, il faut donner, ça ne sert à rien d'aller voir le bon Dieu au ciel avec tous ces organes. Vous irez en enfer ou au paradis, indépendamment du don, hein. Peut-être même plus au paradis qu'en enfer. Et puis, la dernière chose qui m'a assez choqué, c'est une histoire qui est arrivée chez mes copains en Israël. En Israël, la transplantation était extrêmement, dans les années 60, comme le système occidental, donc avec le consommant présumé, puis est arrivé sur le plan politique les petits partis religieux, et à ce moment-là, changement de la loi, pratiquement personne ne se fait transplanter d'origine cadavérique. Les gens s'inscrivent sur des listes donc américaines, il faut vendre sa bagnole, il faut vendre son truc pour être transplanté aux États-Unis, etc. Une horreur. Donc,
il y a eu un rechangement de la loi il y a 3 ans. Et là, dans l'intelligence des gens, c'est que le FAG, qui est le facteur d'accès à la greffe, vous savez qu'on a un score qui augmente tout le temps pour donc avoir accès de priorité au greffon. En Israël, ils ont mis un score au nombre de gens de la famille qui s'inscrivent sur une liste de dons. Et là, on s'est vu que tout d'un coup, dans les familles, tout le monde s'inscrivait et le score montait. Donc tout le monde devenait donneur. Et tout ça pour aider le papa ou la maman ou le frère ou la sœur d'avoir un meilleur score. Donc tout le monde poussait dans le même sens. Et tout le monde s'est mis à faire la même chose. Donc in fine, tout le monde est donneur parce que dans ces cas-là, il y a un rendement, entre guillemets, on veut donner, puis le retour d'investissement est tout à fait évident. Donc pour vous dire que de temps en temps, les choses sont comme ça. Et souvenez-vous que par exemple, et bien sûr ça je ne le conseille pas, mais par exemple en Iran, c'est l'État qui achète les reins de donneurs vivants qui sont payés. Et à ce moment-là, c'est l'État qui redistribue ces reins vivants à la population qu'on a besoin. C'est un système qui est absolument très peu éthique, etc. Mais il faut vous dire qu'un pays fonctionne comme ça à l'heure actuelle, toujours pareil dans l'hypothèse où la transplantation coûte moins cher que la dialyse peritonéale, etc. Donc voilà, je voudrais terminer. J'ai fait en 7 minutes mes 8 points. Je voulais vous redire que j'étais très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Cette maison, c'est l'art de guérir, c'est ça, depuis 1820. Donc vous êtes tous là pour l'art de guérir et de conseiller le gouvernement. Donc on a conseillé, si possible, le gouvernement, mais je vous répète, le conseiller, c'est votre petit bouquin, et je vous répète, il faut vraiment que vous le portiez politiquement et trouver le meilleur moyen de ce portage, et in fine, la personne qui va l'avoir dans son bureau, et je vous répète, il n'y en a pas 36, c'est 2 en France, hein. On serait dans d'autres pays, etc. Souvenez-vous qu'un ministre en France, sa durée de vie, c'est 2 ans et demi, hein, donc c'est très court, un président, c'est 5 ans, et encore, des fois, ça repart pas sur 10. Un Premier ministre, c'est un peu plus de temps que ça. Mais donc, essayez de trouver cette cible. En tout cas, l'Académie fera tout pour vous aider, vous de la tribune. Et dans la salle, on est tous engagés dedans. On a des âges qui fait qu'on n'est plus donneurs, peut-être juste pour la cornée, pour le foie aussi. Enfin, pour ceux qui ne picolent pas. Donc, sur le plan pratique, sentez-vous chez vous ici. On était très heureux de vous accueillir. Vous êtes vraiment au sein de la société. Et bravo à tous ces gens qui s'investissent, en fait, dans la solidarité humaine. On est liberté, on ne sait pas. Égalité toujours, mais fraternité toujours. Merci beaucoup à vous.